Je pense que Frédéric va nous le présenter. Il y avait de ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Alors, pour la prochaine présentation, à l'échelle de la forêt privée, le gouvernement du Québec, dans sa stratégie nationale de production de bois, a annoncé son intention de poursuivre l'augmentation des bois livrés aux usines de transformation des bois en faisant passer des livraisons en provenance de la forêt privée de 6,4 millions de mètres cubes en 2018 à 7,8 millions de mètres cubes d'ici la fin de 2023. La forêt privée possède une ressource de grande qualité située à proximité des usines. Seule une proportion d'environ 30 % de son potentiel est réellement récoltée chaque année. Avec les baisses de possibilités de la forêt publique, environ 35 % depuis les 9 dernières années, elle apparaît encore comme la meilleure solution pour assurer le développement de la filière forestière. Or, les propriétaires font face à plusieurs enjeux économiques et sociaux dans l'aménagement de leur forêt. Ces enjeux peuvent devenir à la fois un frein ou un incitatif à mettre en marché du bois. Que sont ces enjeux? Quels sont les moyens d'y faire face et comment réconcilier les besoins des propriétaires avec ceux des industriels et de la société? Ce sont des questions auxquelles nous devons répondre pour profiter du potentiel de la forêt privée. Donc, j'inviterai Marc Baudouin à commencer. Merci beaucoup. Au début, Nancy vous a dit qu'il y avait le syndrome des hommes blancs de la présentation. J'ai essayé de faire ma part en ne mettant pas de photos dans le dépliant, mais bon, ça a fait un certain temps. Donc, écoutez, normalement, si on retourne là, 10 ou 15 ans en arrière, ou même un petit peu plus, la présentation aurait été très courte. Le problème, c'est on a Simon qui compétitionne indûment la forêt privée avec le bois de la forêt publique, puis on a Michel qui est parti parce qu'il savait que j'allais lui dire, qui ne paye pas assez cher le bois. Essentiellement, ça ressemblait à ça, le discours. Ça l'a changé. Puis ça l'a changé notamment... C'est lequel, Python? Je peux le faire à cappella aussi, là. Je riais de Michel, je le trouvais vraiment rigolo tantôt. Là, la souris ne fonctionne même pas. Ah bon! Alors, on va faire du va-et-vient. Donc, ça a changé pas mal, notamment parce que, là, 2 ans, Stratégie nationale du bois nous dit, notamment pour la forêt privée, qu'il faut hausser la contribution de la forêt privée de 1,4 million de mètres cubes de récolte annuelle d'ici 2025. C'est 22 % d'augmentation. C'est énorme. C'est quelque chose de très important. Et on ne peut pas simplement se dire on va en mettre plus en marché. il faut repenser nos processus, il faut représenter la réalité. Il faut se questionner sur nos façons de faire. Mais avant de commencer, je vais quand même déclarer mon billet. Je suis directeur général de Groupement Forestier Québec, donc il faut que vous sachiez c'est quoi un groupement forestier, qui est une association de propriétaires de boisés. C'est des entreprises collectives qui sont la propriété de propriétaires de l'eau boisée, qui sont gérées par des propriétaires, qui offrent l'ensemble des services reliés à l'aménagement, en partie la mise en marché et beaucoup de services environnementaux. En fait, ce qui est aussi important de savoir, c'est que les groupements forestiers, en termes d'aménagement forêt privée, c'est les seules organisations dont le modèle d'affaires est reconnu par l'État. D'ailleurs, notre ami Simon, dans sa vie passée, nous a aidé énormément dans ce projet-là. Donc, la mission, c'est de mettre en valeur les propriétés, c'est l'aménagement intensif dans une optique de développement durable. C'est aussi le développement socio-économique des régions, notamment par la création d'emplois. Pour vous donner une petite idée de ça ressemble à quoi, les groupements forestiers, là, j'ai marqué qu'il y en a 37. Aujourd'hui, il y en a 37. Dans 2 semaines, il va peut-être en avoir 36. Puis dans pas long, peut-être 35. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande vague de consolidation, de fusion de groupements forestiers pour se donner plus de moyens de faire face à la musique. Mais essentiellement, c'est 38 millions de masse salariale, à peu près 26 000 membres, 200 millions de chiffre d'affaires autour d'eux. Mais ce qui est important de comprendre, de voir, c'est qu'à peu près 78 % du programme de mise en valeur de la forêt privée passe par les groupements forestiers. Donc, c'est un acteur très, très, très important dans la mise en valeur.
Première chose, puis dans les présentations que je fais quand je parle de forêt privée, c'est la question vient tout le temps, puis à tous les fois qu'il y a un journaliste qui m'appelle puis qui veut faire une entrevue, ça revient toujours. Pourquoi investir des fonds publics en forêt privée? Il n'y a aucune raison. C'est des propriétaires privés, ils devraient investir, puis ils vont faire de l'argent au bout, puis il n'y a pas d'intérêt à faire ça pour l'État. À prime abord, on pourrait penser ça, peut-être, oui. Mais il y a quelques éléments importants à savoir. D'une part, c'est qu'il y a une augmentation de 35 de la possibilité forestière en forêt privée. On a une forêt jeune, on a une forêt qui pousse, on a une forêt qui est aménagée, puis on a une forêt qui est dans des secteurs qui sont très productifs. Alors qu'en forêt publique, c'est un peu l'inverse. La possibilité à stagner diminue, en tout cas, on peine, et la possibilité résineuse est pas mal accaparée pour l'instant. Mais pourquoi l'État devrait investir en forêt privée? La réponse est très simple, c'est celle que je donne tout le temps, c'est que c'est payant pour l'État. C'est payant pourquoi? Bien, ça coûte à peu près 350. Ça, c'est des chiffres qui datent d'à peu près 2015. Il en coûte 358 de moins de l'hectare pour aménager un hectare de forêt privée comparativement à la forêt publique. Ça coûte 38 de plus d'investissement par mètre cube récolté en forêt publique qu'en forêt privée. Donc, la réponse est simple pour nous autres. Pourquoi? Parce que c'est payant pour l'État. C'est pas une offre de bienfaisance, c'est quelque chose qui est rentable. Et pourquoi c'est rentable? Bien, évidemment, je vous ai parlé de la productivité plus élevée, mais c'est aussi un investissement partagé. L'État investit, les propriétaires investissent, l'industrie investit, donc ils ne sont pas tout seuls à mettre de l'argent dans la cagnotte. Et c'est pour ça que ça devient vraiment très intéressant. Et comme je disais un peu aussi, c'est parce que c'est aussi payant pour la société d'aménager la forêt, d'investir en forêt privée. C'est 134 000 propriétaires, 29-30 000 enregistrés, 25 000 emplois, un chiffre d'affaires de 4,3 milliards, etc. Donc, 19 d'approvisionnement, disponibilité importante, le bassin de ressources non exploitées est beaucoup en forêt privée. Donc, je pars avec le principe que c'est tout à fait intéressant. Par contre, là, on parle de mise en marché. Donc, il y a un vendeur à quelque part, puis il y a un acheteur, puis il y a des intermédiaires dans le milieu. Les vendeurs, c'est les propriétaires. C'est qui ces gens-là? Puis, on fait face toujours à des problèmes de compréhension. Oui, il y a 134 000 propriétaires. Les 134 000 propriétaires ont des histoires différentes, des objectifs différents, des goûts différents, des moyens financiers, des moyens, etc., là, des moyens qui sont différents. Donc, il y a 134 000 histoires différentes, contrairement à, je vais être grossier un peu, mais contrairement à une en forêt publique. Il y a un propriétaire qui va dicter sa façon de gérer les forêts publiques. Il y en a 134 000 en forêt privée. 134 000 vendeurs potentiels différents aussi. Il y a une évolution du profil, évidemment, vous l'avez probablement tous entendu parler. On parle, au départ, c'était des agriculteurs en grande partie qui avaient un revenu d'appoint. On est rendu plus à des cols blancs, des cols bleus qui ont des revenus marginaux puis qui ont accès à beaucoup d'informations. Lorsqu'on voit le petit graphique à droite, c'est que la gang qui ont une grosse partie de leurs revenus qui viennent de la vente de bois est assez restreinte et de plus en plus faible. Donc, c'est devenu des revenus marginaux. Ce qui est vraiment important, ça, c'est l'étude que la Fédération a faite avec Marc-André Côté il y a quelques années. Puis bon, je ne veux pas tomber dans les chiffres, mais il y a des mots importants. Hein? Plaisir de posséder un milieu naturel. Plaisir d'aménager la forêt. Ça nous fait plaisir, c'est une joie, on fait ça parce que c'est intéressant, parce qu'on y trouve un intérêt. On fait des activités familiales sur le lot. Donc, on est quand même, on a des préoccupations qui sont très hautes, qui sont au-delà de juste mettre du bois en marché. On a un lot parce que c'est le fun d'avoir un lot, parce que c'est le fun de travailler dessus, c'est le fun de faire des choses dessus, etc.
Donc, ça, c'est nos vendeurs potentiels. Mais il y a une précision qui est super importante, en fait, quelques-unes. D'une part, il y a deux types de propriétaires. Puis si vous quittez la salle en vous rappelant ça, on va avoir déjà fait un gros point. Il y a deux types de propriétaires. Il y a les propriétaires actifs et les propriétaires non actifs. Non actifs, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font absolument rien, mais qu'on va parler d'actifs dans la mise en valeur de leur propriété. On parle d'une trentaine de mille de propriétaires actifs, non actifs, une centaine de mille, superficie 2,8 millions d'hectares, puis 3,2 millions d'hectares. Oh! Ça veut dire qu'on a beaucoup. Les propriétaires qui sont actifs ont en moyenne des superficies plus importantes. Les propriétaires actifs détiennent un plan d'aménagement forestier. Les non-actifs n'en ont pas. Ils obtiennent des services d'un conseiller forestier alors que de l'autre côté, ils n'en ont pas. Ils ont un intérêt pour mettre du bois en marché. Facilement 75 %. Les non-actifs, c'est faible, voire non existant dans plusieurs cas. Actifs sur sa propriété, oui. Puis là, j'ai marqué non, mais ils sont peut-être actifs autrement. Engagement vers la production, oui, un PAF. Ça, c'est super important. Les propriétaires qui sont actifs obtiennent des investissements gouvernementaux. Les propriétaires non actifs, ils n'en reçoivent pas. Fait que toutes les histoires que vous entendez que le monde reçoit de l'argent et ils ne font rien, là, c'est pas tout à fait vrai, ça. L'argent va chez les propriétaires actifs. Parce que les sommes investies par l'État ne sont que chez les propriétaires actifs. Ça prend un minimum de 4 hectares, ça prend un plan d'aménagement forestier. Dans le cas d'un groupement forestier, ça prend aussi une convention d'aménagement forestier, dont 95 % minimalement mènent à la récolte. Puis il y a près de 60 % des investissements en forêt privée qui s'en vont vers des travaux commerciaux. Donc, c'est des travaux qui vont générer du bois, qui vont être mis en marché, etc. Alors qu'en 97, on était plus autour de 14 %. Un propriétaire actif et un propriétaire non actif, c'est deux catégories. Puis il n'y a pas d'argent qui va chez les propriétaires non actifs, ou en tout cas très peu. C'est marginal. Retenez ça, c'est super important. Puis je vous le dis bien honnêtement, même quand on parle à des nouveaux hauts fonctionnaires ou des nouveaux ministres, on est obligé de faire cette précision-là parce qu'il y a toujours cette confusion-là. Récolte de bois, bien, ce qu'on s'aperçoit chez les propriétaires actifs, c'est que ça suit la même tendance. Il n'y a pas de refus notable de récolter de bois. La principale cause du refus, c'est le prix. Si le prix n'est pas au rendez-vous, bien, vu que c'est un revenu marginal, ils ne vont pas mettre de bois en marché. Les volumes de bois de sciage sont revenus au niveau de 2005 quand même, même plus élevés. Puis il y a peu de superficies privées qui ont reçu des travaux d'aménagement qui ne sont pas récoltés. Des fois, ils ne sont peut-être pas récoltés autant, idéalement au bon temps, mais pour la plupart, quand il y a eu des investissements, il y a de la récolte. La récolte de bois, c'est le principal revenu des propriétaires aussi. Hein? Quand est-ce qu'ils reçoivent de l'argent? Quand ils vendent du bois. Oui, il y a de l'aide, il y a de l'aide pour faire des travaux, il reçoit de l'argent là-dessus, mais il ne fait pas d'argent avec ça parce qu'il doit contribuer lui aussi. Puis pendant toute cette période-là, le producteur, il doit assumer plusieurs risques lui-même, tout seul. Risque d'une catastrophe naturelle, un chablis qui va passer, un feu, la tordeuse, d'autres maladies ou le nerf brun en estrie qui va faire que tes investissements, ça ne marchera pas. Est-ce qu'il y a des nouvelles contraintes qui vont arriver, des nouvelles obligations réglementaires qui vont arriver, qui vont enlever, par exemple, le droit de produire? Une réglementation municipale qui va limiter ta superficie de récolte. Je ne sais pas, moi, une hypothèse, règlement sur les milieux humides qui va t'empêcher de récolter dans certains milieux, qui va faire que tu viennes perdre une partie de ton investissement parce que tu ne peux plus y aller. Est-ce qu'il va y avoir des changements dans les marchés? On peut même prévoir que planter de l'épinette de Norvège, c'est l'idée du siècle. Puis on se rend compte que quelques années après, on a peut-être passé à côté. Ça, c'est juste le propriétaire qui les assume, ces risques-là. En bout de ligne, la maximisation de son revenu devient un enjeu important parce que c'est la seule place qui va pouvoir éponger ces investissements et ces risques-là. Donc, les défis dans la mise en marché. On va y aller avec ça. C'était ça la question. Bien, c'est simple. On veut avoir du bois.
on veut avoir un revenu net intéressant, puis on veut avoir un accès au marché. Ça, c'est le bout facile. Après ça, bien, il engage du monde pour essayer de trouver des solutions à ça. Mais en bout de ligne, on veut avoir du bois, on veut être capable de livrer du bois de façon avec les bons specs, avec une régularité. On veut avoir un revenu net intéressant et le mot-clé là-dedans, c'est net. Ça ne sert à rien d'avoir un revenu de 2 millions si tu as des coûts de 2,5 millions. Donc, le revenu net est bien important. Puis, tu peux avoir un revenu ou tu peux avoir un prix de vente, mais si tu n'as pas accès au marché ou si ton accès au marché n'est pas régulier, pas prévisible, bien, tu vas avoir de la difficulté. Donc, si on commence avec ça, avoir du bois pour un propriétaire mobilisé pour une recette sylvicole, bien, il faut comprendre que la commande qui nous est passée par la stratégie de production de bois, les propriétaires actifs actuellement ne peuvent pas relever le défi de la mise en marché de ce volume-là. On a besoin de nouveaux producteurs. Le potentiel qu'on a actuellement est insuffisant pour aller chercher le 1,4 million supplémentaire de bois. Puis quand on parle aux propriétaires, il y a deux considérations qui sont toujours imbriquées. On veut préserver l'eau. C'est correct, on veut mettre du bois en marché, mais on ne veut pas scraper notre lot parce qu'on se rappelle, on a plusieurs autres utilisations du lot. Puis on veut avoir un revenu intéressant. Si je peux m'enlever une partie d'intérêt de villégiature ou de récréation, bien, il faut que ça en vaille la peine. Donc, on joue toujours dans ces deux affaires-là. Puis ce qui est important de savoir aussi, c'est que depuis à tout le moins 1995, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis par l'ensemble des partenaires pour créer une culture d'aménagement. Les agences, les règlements municipaux, conseillers forestiers, programmes d'aide, on voulait pas que les producteurs mettent du bois en marché ou coupent des arbres, on voulait qu'ils deviennent des aménagistes. On voulait qu'il y ait des lots où il y allait avoir un aménagement professionnel. Donc, ça, c'est rendu. Puis je dirais que le succès est quand même assez élevé là-dedans pour les propriétaires engagés. On a réussi à créer cette culture-là. Donc, pour préserver l'eau, pour mettre du bois en marché, puis pour avoir une culture, ça nous prend quoi? Une chaîne de travaux sylvicoles. Puis malheureusement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les superficies aménagées diminuent d'année en année. Puis si on cesse d'aménager chez un propriétaire, ça veut dire qu'on va diminuer la récolte à terme. Puis si on cesse d'aménager, puis la réalisation du scénario sylvicole complet est essentielle dans la décision de récolter du producteur. Le pillage de l'eau, là, ils ont peur de ça, puis avec raison. Ils ne veulent pas un pédaleur qui vienne les voir, dire ah, on va te donner 20 000 $, go, on sort. Ils veulent avoir leurs travaux d'aménagement pour s'assurer que leur forêt ne sera pas mise en péril. Avoir du bois, propriétaire mobilisé, recette sylvicole, on a besoin de plus de propriétaires, on a besoin d'accompagnement. Malheureusement, il manque à peu près 11 millions actuellement pour réaliser la recette sylvicole des producteurs actifs. Puis, si on voulait aller chercher 1,5 million de mètres cubes de plus, ça nous coûterait grosso modo 13 millions supplémentaires. On est en déficit. Je ne suis pas un super grand économiste, même si j'ai fait des études un petit peu là-dedans, mais il nous manque d'argent pour arriver à ça. Ça, c'est un des premiers défis. Si on veut mobiliser, si on veut rendre le bois disponible, si on veut pouvoir compétitionner, Simon, sur le marché des bois, ça va nous prendre de l'aide pour y arriver. En passant, je fais une blague, Simon, je ne le lâcherai pas de la journée, mais j'ai fait mes études sur les enchères de maîtrise, puis je pense que c'est une des meilleures choses qui nous soit arrivée. Pas d'avoir Simon, mais d'avoir des enchères. Mais non, c'est une bonne idée, puis il y a des avantages pour la forêt privée aussi avec ça. Mais on produit-tu vraiment juste du bois? C'est facile, hein? Tu sais, dans nos positions, c'est facile de dire c'est la faute de lui, puis lui devrait faire ça, puis ça va aller mieux. Mais on a une question à se poser, c'est comme producteur de bois, est-ce qu'on produit juste du bois? Bien, la réponse, c'est non. On veut être une source fiable de produits de qualité, de produits en quantité, puis de produits qui vont être livrés de façon prévisible. Ça, il y a juste les producteurs qui peuvent travailler là-dessus. Quand on a lâché la pitoune, ça a fait bien de la peine à plusieurs, mais je disais, ça n'avait aucun sens de couper des billots de sciage en 4 pieds. Ben c'est ça. On a à travailler beaucoup là-dessus. Ça, c'est un des enjeux. Parce que si on veut être efficace sur la mise en marché, si on veut avoir des bons prix, ben, un peu comme Michel disait tout à l'heure, puis j'en ai vendu pendant une dizaine d'années du bois, mais on veut que l'acheteur
nous donne le plus gros chèque possible avec le plus gros sourire d'en face possible. On veut qu'il soit content parce qu'on lui donne une valeur ajoutée. Ça, c'est notre job de travailler là-dessus parce qu'on n'est pas encore tout à fait arrivé là. Ça nous prend des revenus nets intéressants. Évidemment, les revenus nets intéressants, ça passe par deux choses. On augmente le prix de vente ou on diminue les coûts. Il n'y a pas de grand miracle là-dedans, mais il faut travailler sur les deux. Puis, la notion de coût, la notion de valeur en forêt privée, je vous ai parlé, hein, il y a plusieurs intérêts. Ça, c'est une nuance qui est importante. Les propriétaires, il y a différents types. Puis là, j'ai fait un graphique très, très grossier. Là, je suis allé d'un extrême à l'autre. Du pilleur de l'eau qui n'en a rien à foutre de l'environnement puis qui veut tout, qui veut juste ramasser le plus de bois, au conservationniste, ayatollah de la cloche de verre, puis faut pas qu'il y ait un papillon étranger qui rentre sur le lot, sinon ça... Donc, on a ces deux extrêmes-là. Les propriétaires engagés, ça se trouve à peu près dans le milieu. Là. Mais pour un propriétaire, je dirais pour un pilleur de l'eau, l'intérêt à récolter est très, très, très élevé, évidemment. Puis les autres ressources ont très peu de valeur. Par contre, plus on s'en va vers le conservationnisme, bien, les paysages peuvent être un enjeu. La récréation, la faune, l'environnement, ça, c'est des éléments qui ajoutent de la valeur. Donc, si je suis pour récolter du bois, mais est-ce que je perds de l'usage de ces valeurs-là? Et ça devient très important. Puis il faut le considérer dans nos planifications, il faut le considérer dans notre façon de faire. Et ça, c'est une des choses qui est bien, bien, bien différente de la forêt publique. Puis où est-ce que le propriétaire se positionne? Bien, il y a 134 000 possibilités, ou à peu près. Pour avoir des revenus nets intéressants, pour augmenter la valeur du bois, il y a quelque chose qui est arrivé dans les années 50, la loi sur les marchés agricoles, l'apparition des offices et des syndicats de producteurs de bois, il y en a 13. Mon ami Vincent va vous en parler probablement beaucoup plus que moi, mais ça, c'est quelque chose de très important pour l'avenir de la mise en marché de bois et en forêt privée. En fait, ce que ça nous permet, c'est de regrouper les propriétaires, les producteurs, pour se donner plus de moyens de mettre le bois en marché. Donc, on parle de 13 plans conjoints, c'est géré par les producteurs. Hein? Un syndicat de producteurs de bois, c'est avant tout des producteurs sur un conseil d'administration. C'est le syndicat qui négocie, entre autres choses, les prix, les volumes à l'usine, le transport de bois. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de quoi? Mais ça nous permet de rééquilibrer le rapport de force avec les marchés et avec les acheteurs de bois. Un propriétaire qui arrive avec une vanne de bois, ce n'est pas la même affaire qu'un représentant qui arrive avec 1000 vannes de bois. Donc, évidemment, on rétablit les forces de marché. On permet aussi de négocier des taux de transport. Transporter une vanne de bois, ce n'est pas comme transporter 1000 vannes de bois. On ne négocie pas ça de la même manière. Ça nous permet aussi de mieux organiser et rationaliser les coûts de transport. En fait, une des choses qui est importante en forêt privée pour s'assurer d'une certaine homogénéité, il y a un système de péréquation qui fait que, bon, si tu es plus loin de l'usine, tu ne souffriras pas nécessairement des coûts de transport qui vont être plus élevés. Meilleur équilibre avec la forêt publique. Je fais bien des blagues, mais ça reste quand même que la forêt publique est un joueur important dans l'alimentation des usines. Donc, ça nous permet aussi d'avoir cet équilibre-là. Lorsqu'on parle de mise en marché des bois en forêt privée, pour essayer d'avoir plus de prix, il y a plusieurs scénarios possibles. Grosso modo, il y a le bois de sciage puis le bois de pâte. On va y aller à la très base, là. Le bois de pâte, c'est géré en totalité par les plans conjoints des syndicats, la mise en marché des syndicats. Pour ce qui est du bois de sciage, il y a deux cas de figure, grosso modo. Dans certaines régions, les propriétaires ont décidé de mettre eux-mêmes individuellement le bois de sciage en marché. Puis dans certaines régions, les propriétaires ont décidé d'utiliser le même principe qu'avec les syndicats pour mettre en marché le bois de sciage. Donc, c'est différent d'une région à l'autre. C'est une décision des producteurs. Dans chacun des cas, en fait, dans les cas où c'est géré par les syndicats, ça se gère par un système de contingence, c'est-à-dire que les syndicats vont négocier les prix et les volumes de bois aux différentes usines et ils vont émettre des contingents aux propriétaires en disant, écoute, tu nous fais une demande de tant de mètres cubes de bois à mettre en marché, on t'en permet
un nombre X. Évidemment, dans des situations où la demande est très forte, il n'y a pas vraiment de limite. Dans les situations où on avait, comme il y a quelques années, des demandes faméliques, mais là, évidemment, il fallait trouver des façons que tout le monde réussisse à avoir sa petite part de gâteau. Donc, ça, c'est un des éléments importants pour augmenter le prix de vente, pour avoir une valeur plus juste, rétablir l'équilibre avec la forêt publique, etc. Écoutez, je ne veux pas rentrer très longtemps là-dedans, mais pour arriver à ça, il y a quand même plusieurs étapes. C'est quand même la gestion regroupée, ben, il y a beaucoup d'étapes. Là-dedans, il y a la gestion des camionneurs, la gestion des paiements et ces choses-là. Je voulais juste vous mettre ça pour vous dire que sur papier, c'est facile, mais ça demande pas mal d'ouvrage aux gens sur le terrain pour arriver à ça. Augmentation du prix de vente aussi, bien, on a certains outils. On a la Régie des marchés agricoles. La Régie des marchés agricoles, je vous dis qu'il y a une négociation avec les syndicats notamment et l'industrie. Ça arrive des fois que ça ne marche pas et qu'on ne s'entend pas. Donc, on a une Régie des marchés agricoles qui nous permet là, de faire l'arbitrage, mais aussi approuver règlement puis vérifier si le plan conjoint est géré convenablement. Augmentation du prix de vente, mais il y a une concurrence. La concurrence varie d'une région à l'autre pour le bois de la forêt privée. Il y a des régions qui sont près des frontières, notamment, où la présence du bois de la forêt privée est importante dans le volume d'approvisionnement. Les relations sont souvent beaucoup plus stables dans ce cas-là. Mais dans d'autres régions, le bois de la forêt privée est plus marginal. Donc, évidemment, quand il y a moins de demandes, bien, le prix est plus bas. Puis, il y a aussi un autre élément important qui va faire varier le prix, c'est l'enjeu de l'écoulement des bois de faible qualité. En forêt privée, on a une forêt qui est beaucoup plus feuillue, beaucoup plus de produits de faible qualité, de pâtes et ces choses-là. La demande de l'industrie, c'est pas toujours au beau fixe de ce côté-là. Évidemment, quand on n'est pas capable de vendre le bois de faible qualité, il se passe quoi? Bien, les coûts du chantier augmentent par le fait même, donc il y a un revenu qui est un revenu moindre pour le propriétaire. Mais au-delà de ça, rentrez chez un propriétaire, puis dites-lui qu'il n'y a pas beaucoup de demandes pour son bois de sciage, puis faites des opérations, puis laissez le bois de passe plutôt, faites des opérations, puis laissez le bois de passe sur le terrain. Ça va se passer une fois probablement, vous ne le verrez plus jamais parce qu'il ne voudra plus jamais vous voir. Le lien de confiance, le désintéressement des propriétaires, c'est super important. Ce n'est pas juste qu'on n'est pas capable de le passer, c'est que si on fait des opérations puis qu'on laisse le bois sur le terrain, on vient de perdre un propriétaire qui ne sera plus dans la mise en marché, qui ne sera plus actif dans la mise en marché. Revenu net intéressant, c'est aussi la diminution des coûts. Ça, ce tableau-là, quand Simon est rentré en poste, j'y ai montré. Quand un ministre rentre en poste, j'y montre toujours. Ça, c'est ce que ça prend pour mettre du bois en marché. Des demandes de permis, des demandes de tout ce que tu veux. C'est l'enfer. Ça n'a pas de sens. Il y a 45 % de l'argent en forêt privée qui va sur l'administration, la coordination, la planification de la technique, les demandes de permis, de tout ce que vous voudrez. Puis, à chaque case, c'est une occasion pour dire que le propriétaire dit « C'est compliqué ton affaire, on passe à un autre appel. » Ça, là, c'est hallucinant. Puis c'est des conditions de 95, ça ne prévaut plus. Là, on a besoin d'avoir la confiance. Ça, toutes les cases que vous voyez là, c'est un coût. Puis qui paye en bout de ligne, c'est le propriétaire, puis il paye avec son droit de coupe d'une façon ou d'une autre à quelque part. On peut augmenter les revenus, mais si on ne baisse pas les coûts, ça ne donne pas grand-chose. Ça coûte beaucoup trop cher de clérical en forêt privée. C'est quelque chose que chez nous, on revendique depuis très longtemps. On a fait les démonstrations rien qu'en masse. Par contre, dans ce genre de présentation-là, on a toujours tendance à dire tout ce qui va mal. Mais il y a des affaires qui vont bien. Là, il y a des programmes d'aide. Hein, une des choses qui a changé énormément depuis 16 ans, la première année que j'ai travaillé chez Groupement Forestier Québec, il y a vraiment une mobilisation du ministère.
un objectif et des moyens concrets pour arriver à livrer la marchandise et de mobiliser le bois de la forêt privée. Il y a des programmes d'aide, programmes de mise en valeur des forêts privées. Il manque de l'argent, mais il y a quand même pas mal d'argent pareil là-dedans. Il y a des programmes fédéraux, des programmes de friches, les 2 milliards d'arbres. Il y a beaucoup d'argent. Puis il y a un programme de TBE. Historiquement, le ministère n'investissait pas dans la lutte contre la TBE en forêt privée. Il le fait là, maintenant. Donc, il y a vraiment une prise de conscience au ministère là, qui date d'une dizaine d'années, 7, 8, 10 ans. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Puis c'est pour ça que ça donne le goût de continuer. Il y a aussi des outils fiscaux qui ont été développés. Remboursement de taxes foncières avec plusieurs aménagements, mais c'est un programme qui permet d'avoir, grosso modo, 85 remboursement de 85 du compte de taxes. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que moi, quand je suis arrivé chez Groupement Forestier Québec, il y avait peut-être sur le lot des propriétaires desservis 3, 4, 5 qui l'étaient avec un programme de remboursement de taxes foncières. Cette année, je viens de voir les chiffres, j'ai regardé ça rapidement, on est autour de 40 Donc, puis pourquoi on est autour de 40 Parce que l'État a mis beaucoup d'énergie à renouveler les principes, renouveler la façon de faire pour justement atteindre des objectifs différents. Récemment, une catégorie d'immeubles forestiers, c'est-à-dire que les municipalités ont maintenant le droit de taxer les lots différemment si c'est des lots qui sont sous aménagement forestier. Ça, c'est intéressant, mais parmi les problèmes qu'on a et les enjeux, c'est que c'est un outil qui serait intéressant, surtout s'il était utilisé, ce qui n'est pas le cas vraiment actuellement. Diminution des coûts, en fait, il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a des restrictions d'utilisation pour les milieux humides, habitat exceptionnel, réglementation municipale, paysage, eau, ce que vous voulez, bien, il y en a pas mal juste un qui paye en bout de ligne, c'est le propriétaire. Puis il paye pour les autres, il paye pour que tout le monde profite du paysage, de l'eau, tout ça. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le protéger. Mais ça serait peut-être une bonne idée que ce ne soit pas juste le propriétaire qui paye. Et ça, c'est un gros problème parce que, encore une fois, c'est quoi la seule source de revenus qu'il y a? La coupe de bois, la récolte de bois, puis on y enlève des tranches à tous les fois. Ça va devenir inintéressant de mettre du bois en marché si on continue comme ça. Diminution des coûts, augmentation des coûts, je ne sais pas comment le mettre celui-là, mais l'enjeu, puis l'éléphant dans la boutique de porcelaine, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est un problème partout, particulièrement en forêt privée. Particulièrement en forêt, puis surtout en forêt privée. Pourquoi? Bien, on a un travail saisonnier, des conditions, souvent les travailleurs sylvicoles sont payés à forfait. Ça veut dire que quand tu ne sais pas trop comment ça marche, ben, tu vas manger tes bois pendant une couple de mois avant d'apprendre le travail. Tu vas avoir une productivité qui va te donner 125$ par semaine. Ça se peut que tu lâches avant. Le recrutement est difficile, la perception est ordinaire. Donc, on a aussi un gros travail à faire d'augmenter les outils technologiques, trouver une façon d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant pour remplacer les travailleurs qu'on ne sera pas capable de remplacer parce qu'on n'en trouvera pas. Maintenant, la question simple, c'est de dire, ouais, mais s'ils ne sont pas assez payés, payez-les plus, vous allez en avoir. Oui, mais il y a un problème avec ce concept-là, c'est que contrairement à tous les autres secteurs, ben, c'est un secteur qui est très fermé, qui est géré par l'État. C'est l'État qui dicte les grilles de taux et donc ta capacité de payer. La grille de taux est basée dans les deux cas, en forêt privée ou en forêt publique, avec les coûts, une étude de coûts. Donc, essentiellement, ils disent, ben, comment te payer ton monde? On a payé ça. Bon, ben, c'est ce qu'on va mettre dans la grille. Mais pourquoi on a payé ça? Ben, c'est parce que c'était ça qui était dans la grille, puis on ne peut pas aller plus loin. Fait que là, on est d'un cercle vicieux et on n'a vraiment pas beaucoup de moyens pour aider la main-d'œuvre. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est d'investir et de travailler sur le développement technologique. Ça, c'est probablement notre meilleure voie. Après ça, l'accès au marché, ben, écoutez, ça, c'est l'autre éléphant dans la boutique. Une grosse partie de la compétition ou la grande compétition, contrairement à pas mal tous les autres pays, vient de la forêt publique. L'omniprésence de la forêt publique, 75% des volumes en garantie, 25% aux enchères. Je dis tout de suite, comme je l'ai dit, les enchères, je pense que c'est une belle occasion
pour la forêt privée. On a enlevé un point important, c'est-à-dire que quand, comme Simon disait, quand on disait on fixe les prix en forêt publique avec les échanges en forêt privée, quand un acheteur de bois achetait du bois en forêt privée, ben, il pensait il pensait 2 minutes en disant hey, je vais faire attention au prix que je vais donner. Donc, on a enlevé ce lien-là qui est quand même une très, très bonne nouvelle. Mais pour avoir accès au marché, puis l'État a reconnu qu'il y avait un problème de compétition puis de préséance de forêt publique versus la forêt privée. Bien, pour assurer des parts de marché aux producteurs, bien, le gouvernement en 88 a mis en place un système là, pour tenir compte des bois mobilisables en forêt privée avant d'octroyer des volumes en forêt publique. Donc, à tous les 5 ans, lorsqu'il y a une révision des garanties d'approvisionnement, bien, on tient compte là, de ce qui est disponible en forêt privée. Et c'est là qu'on espère que le salaire de Vincent était bien investi et c'est lui qui est avec la fédération qui va au bat pour négocier ça puis regarder avec le ministère c'est quoi les volumes mobilisables, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis ça, c'est quand même assez important. Puis ça permet de pas trop, de garder un certain équilibre, en théorie. Mais il y a des mais. Il y a des mais. Il y a l'interprétation du concept. Hein? Là, je vous ai donné mon interprétation. On veut permettre au bois de la forêt privée d'avoir accès au marché et le bois de la forêt publique est résiduel. Donc, il devrait passer en deuxième. Ça, c'est mon interprétation. Puis, je dirais, de la Fédération, on est pas mal à la même place. Mais quand on parle à certains gens du gouvernement, par exemple, la résidualité, c'est ce qui est écrit dans la loi. Ce n'est pas le concept, c'est ce qui est écrit dans la loi. Donc, on tient compte aux 5 ans de la possibilité de production de la forêt privée. Donc, on réalise la résidualité. Donc, il y a un écart, là, il y a un écart de langage à cet endroit-là. Il y a aussi des allocations ponctuelles. Oui, pendant 5 ans, ce n'est pas vrai qu'on ferme le marché et on dit on va revoir dans 5 ans. Il peut y avoir des allocations ponctuelles entre la période quinquennale, demandes industrielles, les volumes libérés, etc. Il y a des plans spéciaux aussi. La tordeuse va amener un volume de bois, par exemple. Donc, ça change l'image. Ça change l'image pas mal. Puis, il y a un mais encore. Si ça restait stable pendant 5 ans, ça ne serait pas pire. On voit là, la colonne à ma droite, à votre gauche. L'approvisionnement total, c'est la forêt privée, les enchères, les sciures, puis les garanties d'approvisionnement. S'il y a une baisse de marché, il y a une baisse de demande, la garantie, elle va rester stable. Elle ne bougera pas, elle. Les sciures, c'est inhérent pas mal pour les opérations. Fait qu'il reste les enchères puis la forêt privée, où on peut jouer là-dedans. Puis, règle générale, puis ce qu'on voit, puis ce qu'on observe, c'est qui est-ce qui perd ses parts de marché le plus rapidement? C'est la forêt privée. Fait que, dans le fond, le principe de résidualité, de la façon dont on l'interprète, c'est-à-dire que le bois, notamment de la forêt privée, devrait passer en priori. Dans les crises, ce n'est pas ce qui se passe. Puis encore là, il y a des stratégies qui sont très différentes. Hein. La proportion de bois privé varie d'une usine d'une région à l'autre. Puis les ententes sont beaucoup plus stables dans les régions où le besoin pour la forêt privée est plus important. On va avoir des ententes en fonction du prix de marché, qui est des ententes avec des prix variables, des ententes à long terme, à plus long terme aussi. Quand on est vraiment le dernier dans la liste, par contre, là, on est beaucoup plus à risque. L'autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que cette situation-là, quand c'est stable, on peut s'ajuster au marché, on peut augmenter notre production, mais une production une demande qui varie énormément, mobiliser un propriétaire, on ne fait pas ça en 10 minutes. Organiser une chaîne d'approvisionnement avec des propriétaires, on ne fait pas ça en 10 minutes. Ça prend du temps, ça prend de la confiance. Donc, ça nous prend de la prévisibilité aussi. Michel disait qu'il y avait un décalage entre le prix du marché et le prix en forêt privée. Il a tout à fait raison. Il y a aussi un décalage entre le prix qu'on reçoit en forêt privée, puis après ça, ce qu'on peut envoyer à main-d'œuvre, ce qu'on peut envoyer aux propriétaires, puis tout ça.
il parle de 12 à 18 mois avant que ça arrive en forêt privée, puis ça va nous prendre ça aussi. Donc là, on est en retard d'un cycle ou 2 cycles assez rapidement dans ces affaires-là. Donc, si on n'a pas de stabilité, si on n'améliore pas nos liens d'affaires, ça va être très difficile. Donc, écoutez, en résumé, enjeu de mise en marché pour la forêt privée, assurer l'approvisionnement constant et de qualité aux usines. Ça nous prend une recette sylvicole complète, l'optimisation des processus, obtenir un revenu net adéquat en augmentant le prix de vente. Il faut créer de la valeur aussi. Hein. Il faut améliorer nos processus, envoyer les produits aux bons endroits. Destination des bois, relations d'affaires, diminuer les coûts de production, de la technologie, puis la réorganisation des structures. Avoir un accès au marché adéquat, une résidualité qui n'est pas inversée à ce moment-ci. Les enjeux au départ, c'était de regrouper les propriétaires pour être capable de faire des sur le sens du monde. Là, on a réussi à les regrouper. Là, il faut travailler sur la prévisibilité. Maintenant, la confiance du public, c'est ce que Nancy nous a envoyé comme commande pendant que j'étais en train de faire la présentation. Écoutez, je comprends la question en forêt publique, mais en forêt privée, on est dans un autre monde, là. En forêt privée, il y a des propriétaires qui tripent sur leur lot, qui nous font 22 millions de demandes, avec raison, qui demandent d'être sécurisés, tout ça. Donc, avant qu'un propriétaire nous laisse couper un arbre, là, on doit avoir fait nos preuves. Puis on doit surtout avoir démontré qu'on est capable d'atteindre différents objectifs en faisant des travaux. Fait que, moi, je pense qu'il y a peut-être de quoi s'inspirer de la forêt privée si on veut être capable là, de faire face aux enjeux sociétaux dans les prochaines années. Donc, voilà, c'était somme toute ce que je voulais vous dire ce matin. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que je n'aurais pas dit, Vincent va le faire tout à l'heure. Puis s'il ne le fait pas, j'ai envoyé mes présentations hier, ça fait qu'il n'a juste pas fait sa job. Mais non, c'est vous aurez compris que Vincent et moi, on travaille de connivence énormément. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc, pour ta présentation. Je voudrais juste faire une observation. Hein. Jusqu'à présent, tout le monde a respecté son temps. Je suis agréablement surprise. J'ai-tu fait ça, moi aussi? Oui. Oh! C'est de là ma surprise. Non? Marc est un grand ami. Alors, donc, les questions? Anne? Oh, oui. Ça m'inspire plus confiance. Oui, merci pour ta présentation. Moi, j'ai une question, surtout au début, là, quand tu parles des propriétaires non actifs, puis tu as comme passé vite. Après, là, dans tout ce qui va venir avec la mobilisation des bois, c'est quand même près de 105 000 personnes là, qui sont non actives et qui ont du bois. C'est quoi la stratégie en forêt privée pour aller... Oui, je voyais, tu sais, dire qu'on aménage la forêt, mais je pense qu'il y a un gros défi de ce côté-là. Le défi est énorme parce qu'effectivement, ce n'est pas juste de proposer des travaux. Hein. Ces gens-là, s'ils ne mettent pas du bois en marché, c'est qu'ils ont probablement encore beaucoup plus d'autres orientations, d'autres volontés avec leur lot. Donc, ce que ça prend, c'est la première chose que ça prend un morceau de tape de 6 pouces à la bouche. Donc, tu vas le voir, puis tu ne parles pas, puis tu écoutes. Ça, c'est super important. Ces gens-là, on ne les connaît pas bien encore. Donc, si on veut savoir ce qu'ils veulent, si on veut leur donner le bon service, il faut les écouter, d'une part. D'autre part, ben oui, ça va nous prendre des travaux, une gamme de travaux différents. Une gamme de travaux sylvicoles, oui, mais il y a des statuts de conservation qui nous permettent de faire des travaux aussi. Il faut être habile avec ça. Il faut être capable de les proposer, de les utiliser. Il y a plein de projets d'aménagement faunique. Il faut être habile, il faut être capable de proposer ça si c'est ça que les gens veulent. Donc, il faut revoir notre offre de service pour aller chercher ces gens-là. Puis, offre de service, là, des fois, c'est simplement une longue discussion là, pour parler de foresterie. Parce que l'enjeu avec ces gens-là, c'est de créer un lien de confiance. Les 29 000, on a réussi. C'est avec eux autres qu'on joue. Eux autres, on n'a pas encore réussi. Donc, comment tu crées ce lien de confiance-là? Bien, évidemment, en écoutant, en parlant, en répondant à leurs questions, en essayant de trouver des solutions à des affaires que tu n'as jamais pensé avant. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est pour ça que, bien évidemment, si on veut aller chercher, puis si on veut atteindre 1,4, 1,7 million de mètres cubes de plus, bien, il faut mettre ce temps-là. On n'a pas le monde,
puis on n'a pas des travaux pour les faire. Donc, c'est là que, là, si on veut arriver à tout ça, donc, ce sur quoi on travaille, nous autres, à l'interne, formation de nos gens, formation en finance, formation des différents travaux, donner des outils de communication pour qu'ils soient capables de répondre à ces gens-là. Mais ça a une limite, parce qu'en bout de ligne, une fois que la personne a dit « Ouais, ça m'intéresse, on va faire ça », peu importe c'est quoi le ça, mais tu ne peux pas lui dire « On va attendre 3 ans avant d'avoir l'argent ». Il faut être capable de réagir vite. Et c'est là le problème. On n'est pas encore capable de réagir très rapidement. Merci, Anne. Un peu dans le même ordre d'idée, tu as mentionné 1,4 million de mètres cubes de plus qu'il fallait aller chercher d'ici 2024. On en est où, là, à peu près? Parce que 2024, c'est comme dans 2 ans. Vincent! C'est lui qui sait statistique, c'est pas moi. Mais OK, parfait. mais on n'est pas arrivé. On n'est vraiment pas arrivé. Là, Puis, bien, en fait, une sous-question, on va laisser Vincent répondre aux chiffres exacts, mais votre rôle dans les groupements forestiers, c'est de faire la sylviculture. Faire la sylviculture, la récolte. Donc, est-ce que il y a des nouvelles approches qui permettent d'augmenter ce volume-là? Bien, oui, effectivement. Puis le principal enjeu, c'est bon, je vais couper des arbres chez vous. Je vais aménager pour la faune chez vous. By the way, je vais couper des arbres aussi. Mon background, c'est l'aménagement intégré. C'est ça que j'ai commencé ma carrière là-dedans. Puis l'aménagement forestier, c'est le plus gros, c'est le meilleur moyen pour faire l'aménagement de tous les autres ressources. Tu as la machinerie, tu as le monde, tu as un volume d'affaires sur le terrain. Tu es capable d'ajuster mais faire venir un boule pour faire 50 mètres de travaux, tu ne les feras juste pas, tu ne les feras jamais. Donc, c'est ça qu'il faut être capable de démontrer parce que le problème qu'on a, puis le problème en foresterie de façon générale, c'est toujours un ou l'autre. C'est jamais un puis l'autre. Ou c'est quoi le moyen pour faire un puis l'autre? C'est toujours un contre l'autre. Tout le temps, sur tous les sujets ou à peu près. C'est pas de même ça fonctionne. Puis si tu planifies comme du monde, tu es capable d'atteindre plusieurs objectifs en même temps. Ça, c'est l'enjeu. Ça, c'est changer nos façons de faire, c'est ça. Donc, c'est beaucoup une approche marketing, dans le fond, de pas nécessairement changer les mentalités, mais comprendre les mentalités pour mieux répondre aux besoins. Le problème des professionnels, de façon générale, là, on sait. Je vais regarder ça, là, puis je sais ce qui est bon pour toi. Tu sais rien! Ta gueule! Écoute le monde. Essaye de comprendre ce qu'ils veulent. Puis là, toi, ta job comme professionnel, c'est tout le chemin pour atteindre ça. Ça, c'est notre problème. Puis je vous le dis bien honnêtement parce que j'ai commencé ma carrière, puis je savais aussi, jusqu'à temps que je me fasse botter le derrière comme il faut. Puis j'ai compris que je ne savais pas, puis que j'avais intérêt à écouter avant de faire des choses. Des questions en ligne pour Marc? Ou une question de Frédéric pour Marc? C'est plus une question personnelle. Mais tantôt, tu parlais du gros système, justement, qui était super compliqué, puis que c'est quoi qu'il fallait travailler pour essayer d'aller chercher plus les producteurs puis les propriétaires. Comment est-ce qu'on viendrait simplifier, si on veut, ce gros modèle-là? On n'est pas rentré en détail, mais c'est juste donner des petites pistes de réflexion. Écoute, puis on travaille sans forêt publique, mais on travaille aussi en forêt privée, mais on a une culture du checker qui check le checker qui va checker le checker. Tout le monde se surveille, personne ne se fait confiance. Et c'est tout ça qu'on voit. Là, hein? Il y a quelqu'un qui vient de vérifier, puis là, il faut que tu fasses une prescription, il faut que tu l'envoies 2 semaines à l'avance pour avoir l'autorisation parce qu'il faut qu'il vérifie que tu n'as pas dit de niaiserie, puis bon, ce genre de choses-là. Le seul moyen, puis ça fait une dizaine d'années que je creuse puis que je pousse ça, là, mais la responsabilisation professionnelle, ça passe par là. Surtout en forêt privée, pourquoi? La moyenne de superficie des travaux, c'est à peu près 4 hectares, 3,5, 4 hectares. 3 hectares et demi, là, en 1 heure, tu en as marché un sacrifice de bout, puis tu commences à connaître toutes les écureuils qui sont là. Fait qu'il faut profiter de cette proximité-là avec les traitements qui fait que la donnée, il dit ça, telle affaire, mais je fais un plan de sondage sur 3 hectares et demi, puis de toute façon, mes parcelles sont une par-dessus l'autre parce que je n'ai pas assez de place. Fait que si tu vas sur le terrain et tu es capable d'avoir ce jugement-là, qu'on n'est pas nécessairement capable de faire en forêt publique, là, c'est 250 hectares, c'est un autre game.
ben là, on pourrait limiter énormément. Puis, on a évalué là, facilement, là, on est capable d'aller chercher sur le 45 là, on parle de facilement un 20 qu'on pourrait enlever de choses qui ne sont pas nécessaires comme telles, si on utilisait la responsabilisation professionnelle. Donc, la forêt privée, c'est un bel endroit pour donner plus de liberté aux ingénieurs forestiers à Absolument, absolument. leurs compétences. Ah, là, bon, qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas ce qui ne va pas, c'est je veux t'interpeller pour voir la créativité que vous êtes prête à mettre à profit pour sortir un petit peu du modèle qui perdure depuis au moins 30 ans, là, de dire, ben, on met plus d'argent. Si on met plus d'argent, la clé, c'est de mettre plus d'argent. Tu mets plus d'argent, tu as plus de bon, oui, mais tu sais, à un moment donné, la disponibilité budgétaire est limitée. Un des éléments qui amène toute la série de contraintes que tu viens de mentionner, c'est le fait justement qu'il y ait de l'argent public dans le système, puis qu'on a une reddition de compte à faire sur cet argent-là au Conseil du Trésor, puis de dire, regarde comment ça a été bien géré. Fait que ça, c'est un élément qui est omniprésent qu'on ne peut pas mettre de côté. Par contre, on a 100 000 propriétaires à desservir, puis tu dis, ben là, à un moment donné, ça prend de l'argent quand même pour aménager ces travaux-là. Avez-vous pensé à peut-être, là, on a vu qu'il y a plusieurs outils déjà, là, les programmes existants, normés, il y a les mesures fiscales, bon, est-ce qu'on est allé jusqu'au bout des choses au niveau des mesures fiscales? Je ne sais pas, mais en termes d'outils, il n'y aurait pas lieu de. Est-ce que vous avez réfléchi à quel pourrait être un nouvel outil qui pourrait permettre d'aller chercher ces propriétaires-là, puis d'aller chercher, dans le fond, en quelque sorte, une sorte de marge de manœuvre budgétaire supplémentaire? Parce que dans d'autres juridictions, entre autres, on va participer à une certaine mission en Suède sur la forêt privée. On a vu qu'eux ont des outils différents pour travailler. Ils s'engagent beaucoup moins dans les fonds publics parce que, bon, il y a une autre approche, beaucoup plus de latitude professionnelle. Puis, pratiquement tous les propriétaires là-bas sont actifs parce qu'ils ont intérêt à l'être. Alors, il faut avoir des équipements à fine pointe. C'est plus un Timberjack 235 là, qu'on a, c'est des équipements de 1,3, 1,4 millions. Il faut avoir ça pour être efficace. Il faut avoir le personnel qu'on a besoin. Il faut être attirant pour avoir le personnel qu'on a besoin parce que si on est une binerie, ben, ça tente moins aux gens. Donc, une des premières solutions, c'est de former des entités qui sont plus performantes, plus grosses, Donc, on est dans un processus où il y a des fusions. On travaille beaucoup sur des fusions d'entités pour justement se donner plus de moyens, d'une part. D'autre part, il y a tout le développement technologique. On est assez low-tech en forêt privée. Hein? Puis ça, c'est parce que je veux être sympathique. Mais, tu sais, le papier de refuge, ça existe encore, là, et ce genre de choses-là. Nous, le pari qu'on fait, c'est que le développement technologique va nous aider beaucoup. Donc, sur quoi on travaille depuis 2-3 ans, pour plusieurs, ça va sembler anodin, mais pour la forêt privée, c'est un changement très important. La prise de données numériques, le partage des données en temps réel, ce genre de choses-là. Ça, c'est là où on a implanté ça de façon importante. On parle de 20 de gains sur tout le processus de prise de données. Ça nous permet de faire des travaux, de faire plus de travaux avec la même enveloppe, si tu veux. Fait que ça, c'est des choses qu'on peut faire. Maintenant, je suis d'accord, il y a de l'argent public, puis ça prend un minimum de validation et de contrôle. Mais je pense qu'on peut faire le contrôle différemment aussi. Tu as parlé de l'exemple suédois. Ben, je pense qu'on peut remettre
de la responsabilité sur les professionnels forestiers plus que ce qu'on fait là. C'est pas faire tout ce que tu veux comme tu veux, là, mais je pense qu'on pourrait en faire un petit peu plus. Là. Ouais, en fait, pas mal plus. Il y a des choses qui vont rester, mais c'est peut-être pas normal que je sois obligé d'attendre 2 semaines pour que le technicien passe pour me dire que la prescription que j'ai faite est correcte. C'est peut-être pas nécessaire. C'est peut-être pas nécessaire de me dire que j'ai mal rempli mes affaires parce que je n'ai pas la bonne couleur de stylo. Riez pas, ça arrive. On est peut-être plus à gérer le moyen que le résultat. Puis ça, ben, ça coûte cher. Puis on n'a juste plus les moyens, on n'a plus le monde pour donner les informations de toute façon. Ils demandent, puis je ne peux pas leur donner. C'est quand même assez nouveau, ça, mais vous savez que une entreprise veut ramasser le plus de contrats possible, mais il y a des contrats qu'on n'est plus capable de dire oui parce qu'on n'a juste plus les techniciens pour aller faire la technique. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Michel nous disait que ça prend plus de bois de la forêt privée. Et, ouais, il faut que je le planifie et il faut qu'on envoie du monde. Puis, toutes ces niaiseries-là, qui n'étaient peut-être pas niaiseuses au départ, mais qui sont devenues obsolètes. On n'est plus en 95. Les processus et les mentalités ont changé. Hein. Donc, l'amélioration continue, c'est partout. Hein? Je voudrais juste peut-être rajouter un argument. Tantôt, tu as dit pourquoi on financerait l'aménagement, la récolte en forêt privée parce que c'est payant pour l'État, mais c'est plus que ça. Ça crée des capacités au niveau du paysage, ça contribue au cycle de tout, là, de l'eau, du carbone, les activités récréotouristiques, les propriétaires qui ouvrent leur terrain, leur territoire à des utilisateurs divers. Donc, c'est encore plus que ce que tu as nommé, effectivement. Ça c'est le point qu'on pitch au ministre. Ça frappe l'imaginaire. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Alors, à ce moment-là, on remercierait Marc et on irait, on peut applaudir, effectivement.